Pour beaucoup de devs, dans le monde du web ou du soft, l'approche microservice est relativement bien acquise. Plutôt que d'avoir une seule codebase qui fait tout, nous avons plusieurs petits projets où chacun a un objectif précis et tout le monde communique avec l'ensemble via des API. Dans le monde animal, l'approche minimaliste est tout autre. Chaque fourmi a les mêmes capacités que ses congénères, bien que simples, et elle ne communique que de proche en proche. Et pourtant l'ensemble fonctionne à merveille. Certains domaines de la robotique tendent à suivre ce second modèle. Mais alors, comment créer un robot simple où la complexité est dans la collectivité ? Une reine est-elle aussi nécessaire ? Et surtout, pour innover dans ce domaine, faut-il toujours mettre un coup de pied dans la fourmilière ? Pour répondre à ces questions d'orchestration, je ne reçois pas Stanislas Lefort, mais elle s'y connaît. En direction, Sophie, bonjour. Bonjour Bruno. Cosa Vostra. Bonjour, je suis Bruno Soulez, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Alors Sophie, est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient peut-être pas ? Je suis Sophie et je travaille chez Exotech, une entreprise de robotique qui fournit des robots pour la logistique, qui les conçoit, qui les design, qui les fabrique en France et qui les déploie partout dans le monde. Ok. Alors, ce domaine de la robotique, moi, je trouve, est forcément passionnant. Je pense que chez beaucoup de devs, il y a une espèce de fascination. C'est un peu ce que tu disais au début du live. Il y a le fait de faire bouger quelque chose, en fait. Je ne sais pas si aussi qu'on est tous passionnés de SF, qu'on a tous eu une passion en voyant Terminator ou je ne sais quoi, mais le fait de toucher à un robot, pour moi, il y a quelque chose de encore plus magique que de créer une app, quoi. Ouais, alors là, je te rejoins complètement. Moi, j'ai fait le choix du développement industriel, justement pour ça, pour voir les choses bouger et puis se dire, finalement, quand tu fais une app, tu verras jamais l'utilisateur final utiliser ton app, donc tu verras pas comment il l'utilise. Alors que dans l'industriel, tu vois l'utilisateur final, où tu vois les choses bouger, le robot, le convoyage, etc. Et tu vois, si tu t'es planté, ça se voit directement. Ça a des impacts un peu plus gros que juste ton app qui s'est plantée et ton utilisateur qui ne peut pas accéder à un service. Ce qui nous amènera à plein de questions, effectivement, sur comment tu débugs ce genre de choses sans péter 22 robots pour voir ce qui se passe. Ouais. Du coup, alors, de moi, ce que j'ai compris d'Exotech, donc c'est une solution avec un ensemble de robots dans un entrepôt pour déplacer un ensemble de paquets. Donc, on a plein d'images qu'on a pu voir dans différents entrepôts, que ce soit Exotech ou d'autres. On voit ces robots qui vont à toute vitesse dans les entrepôts. Avant de plonger sur différents aspects techniques, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les différents types de robots, comment est-ce que tout ça s'agence et ça se construit ? Alors, à l'origine, Exotech, c'est la solution du robot Skypod. Donc, c'est des petits robots qui font à peu près, je crois 60 par 60, un peu comme des gros robots aspirateurs qu'on verrait à nos domiciles. Et donc, ces robots, ils viennent dans un entrepôt, ils sont capables de se déplacer au sol et de grimper jusqu'à 12 mètres de haut pour aller chercher en fait des bacs qui contiennent des articles pour faire de la préparation de commandes. Donc, on est vraiment dans un domaine logistique. Et on vient équiper des entrepôts qui auparavant n'étaient pas équipés en solutions. Alors, soit avec des solutions d'automatisme un peu plus à l'ancienne, soit carrément des gens qui poussent des caddies avec une petite liste de courses à côté. Voilà, donc on a ces robots-là. Et puis après, on a d'autres robots. On a des bras robotisés qui viennent en complément, en fait. Donc, le robot Skypod vient sous le robot Skypicker qui vient récupérer l'article dans le bac que vient lui présenter le robot et il va le déposer dans le bac qui va faire la commande pour le client final. Et on a aussi une solution de convoyage automatique. Donc les convoyages, c'est ce qu'on va voir par exemple, je sais pas moi, dans les aéroports, vous savez, les rouleaux qui transportent les différents bagages. On a depuis cette année commercialisé une solution de convoyage intelligente, justement pour équiper... Avec un système d'aiguillage, c'est ça ? Avec des systèmes d'aiguillage et surtout, c'est du convoyage intelligent parce qu'il est capable de savoir à tout moment où est chaque colis. Et ça, c'est assez nouveau dans le domaine, en fait. Donc la charge, elle est suivie en permanence et puis ça va l'aiguiller
Dans un entrepôt Total, on va avoir un robot. Alors, on va s'interfacer avec des robots qui ne sont pas fournis par nous. Par exemple, tu vas avoir un robot au début tu as une palette qui arrive avec des colis. Donc, tu vas avoir un robot qui va dépalettiser. Donc, ça, c'est des gros robots, des gros bras robotiques qui viennent prendre le colis et puis le poser justement sur le convoyage. Et puis ensuite, le colis, il est aiguillé vers, je sais pas moi, des tunnels RFID, par exemple, pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur, des balances, etc. Jusqu'à être amené dans notre système, pris par les robots et ensuite emmené, stocké dans nos racks. Et quand il y en a besoin, ensuite, c'est récupéré. Et alors, il y a plein de choses. Ça peut être des colis pour ensuite faire de la préparation de commande. Pardon. Par exemple, tu vas avoir le colis qui contient, j'en sais rien moi, le dernier Harry Potter, c'est un petit peu vieux, qui contient un ensemble de chaussettes, par exemple. Et puis, toi, tu as commandé une paire de chaussettes chez Decathlon en ligne. Et donc, ça va aller te chercher ta paire de chaussettes. Et ensuite, donc, le robot va amener le bac qui contient l'ensemble des chaussettes. Et puis, il y a un opérateur qui va prendre la paire de chaussettes et la mettre dans ton colis. Ok. Et ce colis, ensuite, lui aussi, il est convoyé ensuite pour aller en général vers une machine qui va fermer les colis, une machine qui va coller une étiquette, une machine qui va l'emmener au bon endroit pour être ensuite amené jusque dans ton magasin ou jusque chez toi. Alors attends, il y a plein de trucs que j'ai envie de creuser. Je vais commencer par quoi ? Je vais commencer par l'exemple de la chaussette, qui est peut-être le plus anodin, parce que du coup, c'est-à-dire qu'il faut que tu aies un système qui soit capable d'apporter l'ensemble du stock de chaussettes pour que tu aies un opérateur qui prenne qu'une seule paire. Oui. Mais du coup... Enfin, pas forcément l'ensemble du stock, mais en tout cas un carton qui contient, ou un bac qui contient une partie de chaussettes. Parce que du coup, tu vois, il y a le ratio de se dire, est-ce qu'on conçoit un robot qui va être capable de trouver la paire de chaussettes dans l'ensemble versus un robot qui a une capacité à transporter un paquet entier de chaussettes. Alors peut-être que les chaussettes sont pas très lourdes, tu vois, mais du coup, ça augmente quand même les capacités de ton robot. Tu vois, est-ce qu'il y a eu cette espèce d'arbitrage qui a dû être fait chez Exotec en disant est-ce qu'on prend plutôt un truc qui va être capable de prendre un produit ou qui est capable d'amener l'ensemble pour qu'un opérateur choisisse? Alors, c'est très compliqué de prendre un produit en particulier et d'être un robot standard. Parce que tu veux prendre une paire de chaussettes ou tu veux prendre une bouteille d'huile ou tu veux prendre un paquet d'œufs. Un paquet d'œufs, ça va pas être le même type de préhension. Il y a certains trucs que tu peux pas en fait les prendre. Surtout que si tu veux un robot qui est capable de prendre justement un objet en particulier, ça veut dire qu'il est capable, tu as de la vision, tu as du machine learning pour être capable de dire ok, c'est bien un article, il est positionné dans ce sens-là, pour le prendre, il faut que je le fasse comme ça. Voilà, donc c'est ce que fait notre robot justement, SkyPicker. On va être capable assez facilement de prendre des boîtes. Par exemple, tu veux prendre dans la parapharmacie, tu vois, des boîtes. C'est facile, c'est du carton, c'est un pavé, donc ça c'est assez simple. Mais par contre, dès que ça commence à devenir transparent, dès que ça commence à être emboîté, dès que ça commence à être mou, on va dire comme des habits, il faut des préhenseurs différents. Tu peux pas le faire avec une ventouse ou il faut quelque chose qui pince, etc. Et tu peux pas adapter en fonction du produit, changer de préhenseur facilement. Ouais. Et en même temps, parce que tu disais tout à l'heure que vous avez des robots qui ont une capacité à monter à 12 mètres de haut. Alors ça, je m'en souvenais pas dans la préparation, parce que 12 mètres, c'est quand même beaucoup. C'est très haut. C'est très haut. S'il faut sortir un carton entier, même d'œufs, où ça peut être assez léger, mais tu vois, si tu as, je sais pas combien d'œufs dans l'ensemble, à 12 mètres de haut, enfin, faut quand même un robot qui a un certain équilibre, une certaine résistance. Enfin, ça te rajoute quand même aussi une complexité assez forte. Quoi. Exactement. Je pense que en fait, ce qui a été décidé au début, c'est de remplacer de remplacer la partie pénible du travail humain de la préparation de commandes. C'est-à-dire le gars qui se balade avec son caddie. Et en réalité, c'est pas une liste de courses manuelle. Hein, ils ont une voix automatique, une voix robotisée, pas très agréable dans un casque qui leur dit allez à l'allée numéro tant, etc. Prendre ça dans l'étagère numéro tant, t'en prends 3, t'en prends 4. Ils mettent ça dans un gros caddie. Et puis après, ensuite, ils vont redispatcher par commande ce genre de choses. Ça s'appelle du man to goods, c'est-à-dire l'homme va vers les articles, et nous on fait du goods to man, du goods to person, c'est-à-dire le robot amène à l'opérateur les articles justement, les références, mais par contre on a encore besoin de l'opérateur pour choisir, prendre le bon nombre d'articles, etc. Et amener un carton, que ce soit des cartons d'œufs, que ce soit des cartons de chaussettes, que ce soit des cartons de bouteilles ou quoi que ce soit, ça reste un carton, donc t'as pas besoin de designer des robots différents. Par contre, choisir, effectivement, ça devient complètement différent. Être capable de savoir combien t'en as pris, ça c'est compliqué. Et donc le choix, ça a été de faire un robot qui est petit, qui est compact,
qui est très bas. Enfin, je sais pas, en hauteur, il fait une dizaine de centimètres, une quinzaine de centimètres de haut, pas plus. Donc, du coup, tu as un centre de gravité qui est très bas. Et donc, tu peux monter. En fait, pour monter, ce qu'il fait, c'est qu'il sort des espèces de crochets, on va dire, qui se mettent sur des crémaillères. Et avec les crémaillères, il monte, mais en restant toujours horizontal. Et une fois qu'il est à la hauteur voulue, il sort une fourche pour aller chercher le bac qui l'intéresse. Et ensuite, il redescend. Mais il est toujours stabilisé parce qu'en fait, il est accroché, il est accroché au rack, quoi. Il est accroché aux étagères. J'ai dû trop lire Spirou quand j'étais petit parce que moi, j'imaginais tu sais, des espèces de jambes, tu vois, qui grandissent, tu vois, du robot, tu vois, une capacité ouais, à alors monter. là, j'imagine que la stabilité, ça serait pas la ouais, même. effectivement. Et puis, ouais, tu vois, tu me disais, il fait 10 cm d'eau. Je fais, mais où est-ce que tu ranges les jambes, tu vois, genre pour les déplier, ça va être quelque chose de ouf, quoi. Ouais. Et c'est pas un robot non plus qui va monter, qui va tourner, qui va monter à la verticale. Enfin, il reste toujours à plat, à l'horizontale. Voilà. Et du coup, alors je sais que je t'avais posé la question en préparation, mais du coup, cette crémaillère à laquelle vous accrochez, est-ce qu'il y a un lien avec la pendaison de crémaillère qu'on fait quand on s'installe Et j'ai complètement oublié, du coup, je ne sais pas, j'ai pas cherché. Bon, dommage. Ok, donc du coup, ça répond à ça. J'avais une autre question, alors du coup, je rechange de sujet, c'était sur cette notion de convoyeur que tu as évoqué tout à l'heure. Est-ce que c'est encore des convoyeurs à l'ancienne avec un tapis qui tourne? Est-ce que maintenant, on est de manière automatique, tu sais, ces espèces de petites boules où du coup, tu peux bouger en omnidirectionnel sur le non, c'est tapis. des rouleaux. C'est essentiellement des rouleaux, en fait. Okay. T'as des cylindres qui tournent et qui vont entraîner la charge de proche en proche. Okay. C'est essentiellement ça. Et on a encore beaucoup alors des tapis, nous, on n'en fabrique pas, mais nous, c'est essentiellement à base de rouleaux, ce qu'on produit. Mais voilà, il y a aussi, ça existe encore, des tapis. C'est plus complexe de diriger quand tu es en multidirectionnel. Je dis pas qu'il y en aura peut-être dans l'avenir, j'en sais rien. On ne sait pas. Pour revenir du coup sur les solutions de robotique sur cette goods to person, j'en profite pour du coup reprendre un petit peu tout ce qui est dit dans le chat. Donc par rapport déjà à ce qu'on disait tout à l'heure sur comment j'ai retrouvé c'est cet attrait particulier des devs pour le monde de la robotique. Il y a Valkans qui nous dit c'est le côté enfant qui ressort, l'émerveillement de voir un jouet s'animer. Ouais, c'est un petit peu ça. C'est des gros jouets. C'est des gros jeux. C'est un petit peu ça. Qui valent un peu cher aussi. Un petit peu, oui. Et du coup, il y a une question aussi de Julien. Est-ce que l'arrivée du machine learning est un game changer dans les systèmes d'optimisation de trajet ou les approches algorithmiques old school, type réseau de fourmis, restent indétrônables? Il y a des deux. Enfin, le machine learning, c'est un outil parmi d'autres pour faire de l'algorithmique, pour faire de l'optimisation. Donc nous, on en a, mais c'est pas... Enfin, comment dire, on se vend pas, on se représente pas comme une entreprise à la pointe parce qu'elle fait du machine learning. Ça fait partie des compétences qu'on a en interne, qu'on utilise, mais on va pas se dire on fait du machine learning pour faire du machine learning. Donc aujourd'hui, le machine learning, on l'utilise plutôt pour la vision, justement, pour reconnaître, pour notre bras robotisé, pour SkyPicker, pour reconnaître, pour détecter quel article il doit prendre, et surtout le poser au bon endroit dans le bac, de façon à faire un peu un Tetris le plus intelligent possible. Parce que bon, s'il pose, t'imagines, t'as un bac qui fait, je sais pas moi, 60 par 40, et puis tu poses tout au milieu empilé, bon, ça va tomber. Si au-dessus c'est une bouteille d'huile, c'est un petit peu dommage, tu risques de tout casser. Donc voilà, placer correctement, dans le bon sens, etc. Là, on a plus besoin d'apprentissage et de machine learning. Okay. Mais les algos old school ont encore, je pense, de beaux jours devant eux parce qu'ils sont efficaces, en fait, parce qu'il y a encore des choses super efficaces là-dedans. Donc le déplacement du robot dans l'espace, ça reste de l'algorithmie, entre guillemets, à l'ancienne. Oui, si on veut. À l'ancienne, dans le sens, c'est pas ce qu'on appelle du machine learning. Par contre, quand même à la pointe, parce qu'aujourd'hui, on a des algos que nous, on a industrialisés, qui sont, d'un point de vue universitaire, encore des papiers de recherche pas aboutis et pas industrialisables. Donc on va plus loin que la recherche universitaire sur certains domaines algorithmiques. Donc certes, c'est une façon de coder un peu plus à l'ancienne, parce que c'est pas ce qu'on appelle du machine learning, mais faut pas croire que c'est juste reproduire des algos qui sont documentés, etc. On a des tas de choses... elles sont pas documentées. Si t'es pas dans la boîte, t'en as aucune idée, quoi. Je pense que du coup la question aussi sous-jacente de Julien, en tout cas celle que moi j'ai, c'est à quel point est-ce que ces algos c'est juste une succession de if
versus un apprentissage de donner une capacité de décision au robot? Non, au final, je pense que c'est compliqué. C'est compliqué parce que même donner une capacité de décision, au final, au fond du truc, c'est quand même une succession de if. Donc, c'est un petit peu complexe. Il y a un peu d'apprentissage, mais c'est quand même surtout des ifs et des boucles qui se succèdent, mais qui se succèdent de façon intelligemment pensée je vois. et optimisée. Et quelle est parce qu'il y a forcément un choix qui a été fait de répartition, entre guillemets, de l'intelligence entre ce que le robot est capable le robot qui se déplace est capable de faire tout seul, versus, parce que vous avez un orchestrateur, si j'ai bien compris. Exactement. Qui mappe un petit peu tout ça. Donc, il y a un choix qui a été fait de se dire, il y a une partie qui va dans l'orchestrateur, une partie qui va dans le robot. Ma question, du coup, c'est comment est-ce que ça a été réparti et comment est-ce que cette répartition a été décidée? Tu vois, comment est-ce que tu drives, en fait, comment tu choisis, en fait, ce que tu mets d'un côté ou de l'autre? Alors, j'étais pas là au tout début de l'entreprise, donc je saurais pas te dire exactement au début de l'entreprise comment ce choix a été fait. Aujourd'hui, donc, on a un orchestrateur, Astar, qui est notre logiciel, qui est capable de piloter jusqu'à 200-250 robots. Et ces robots sont dans un endroit clos. C'est-à-dire que tu peux pas avoir d'humain, t'as pas d'interaction extérieure, t'as rien d'autre. Donc, je pense que ça, c'était quelque chose d'important au début. Ça a déjà été un premier choix. Est-ce que le robot se déplace parmi des humains ou est-ce qu'il ne se déplace pas parmi les humains? Ce n'est pas les mêmes problématiques. Parce qu'on est un peu plus mou qu'un robot. On est un peu plus mou qu'un robot et puis les normes de sécurité ne sont pas du tout les mêmes quand tu es capable de dire « non, mais mon robot, il ne pourra pas sortir parce que si jamais il sort, en fait, la sécurité se met en marche et tu as tout qui s'arrête. » Ou alors, mon robot, il doit être capable d'interagir avec des événements complètement imprévus. Donc, le choix a été fait de dire non, nos robots, ils sont dans un espace clos et non franchissable par un humain. Et après, l'orchestration globale, alors il y a certainement eu des tests au début, mais l'orchestration globale, c'est-à-dire que le choix des trajectoires globales des robots est fait par notre orchestrateur. Et après, le robot... Alors, faut pas croire que du coup, c'est juste un robot bête qui suit la trajectoire. En fait, on a vraiment de l'algorithmique aussi assez poussée au niveau du robot, avec des modèles type MPC. C'est-à-dire, c'est du modèle prédictif observer. Tu es capable de... Tu utilises ta réalité, ta géométrie, justement pour modifier le modèle purement théorique qui a été calculé. Tu l'utilises aussi en input et du coup, tu t'adaptes. Parce que chaque robot, en fait, il a sa propre géométrie. Ils sont jamais... Si on en sort 1000, ils vont pas être tous exactement identiques. Tu vois, chaque roue va avoir peut-être une petite différence de quelques millimètres de diamètre, ce genre de choses. Tu as toutes ces marges d'erreur qui font que même si tu donnes à 3 robots différents exactement la même trajectoire, si tu n'utilises pas en entrée... en correction, on va dire, de ton modèle, si tu n'utilises pas les mesures réelles, eh ben, ça ne marche pas. Parce que tes robots, ils ne vont pas suivre la trajectoire que tu leur as donnée. Est-ce que du coup, il y a aussi une influence qui est amenée par le fait qu'il est chargé ou pas, et qui peut être chargé par 10 kg ou par, je ne sais pas quel est le poids maximum qu'un robot peut transporter, mais tu vois, est-ce que ça s'est pris en compte aussi dans cette optimisation de son propre parcours? Oui, au travers de ces mesures, en fait. Donc, il peut porter jusqu'à 30 kg. Donc, on a des bacs qui contiennent, le contenu des bacs, c'est à peu près 30 kg. Donc, il faut rajouter son propre poids et puis le bac. Mais justement, si tu fais un modèle qui tient compte de la réalité, donc la réalité, c'est à quelle vitesse vont mes roues, ça va être qu'est-ce que j'ai pu observer avec mon laser, ce genre de choses. Ben, en fait, tu t'adapteras quel que soit le poids qui est dessus. Okay. Tu t'adapteras en permanence. Donc en fait, ton orchestrateur va suggérer un trajet. C'est ça. À un robot qui va le suivre à peu de choses près, sauf s'il y a une condition qui fait que... il va suivre ce trajet. Ouais. Et si jamais il y a un obstacle ou quoi que ce soit, il va s'arrêter. D'accord. Parce qu'il ne va pas être capable de... En fait, ce qu'on ne veut pas, c'est que de robots se rentrent dedans. Parce que ça coûte un petit peu cher. Et puis que ça fait tout arrêter. Donc... Ce côté, je sais où sont mes robots à tout moment, c'est l'orchestrateur qui a cette vision-là, c'est Astar. Par contre,
Le robot, lui, il a ok, il faut que tu ailles de tel point à tel point en suivant à peu près telle trajectoire. Et lui, il se recale en permanence sur cette trajectoire. Mais là-dessus, il y a de l'optimisation intéressante. Enfin, là, c'est vraiment de la robotique embarquée. Hein. On est sur du C++, mais très très proche du C en réalité. Au début, les premiers algos qui ont été faits, tu prends ce que tu peux trouver dans la littérature, tu l'implémentes, tu as des temps de réponse d'à peu près 1 seconde. Bon, 1 seconde en robotique, il se passe beaucoup de choses. Nos robots, ils vont à au maximum 4 mètres par seconde. Ça fait du 20 km/h à peu près. Tu cours à côté, faut être un bon coureur, quoi. Donc à 4 mètres par seconde, 1 seconde, t'as été loin. Donc il y a eu des tas d'optimisations que c'était là-dessus. Et aujourd'hui, on est à autour de 4 millisecondes, notre boucle. Donc là, on a vraiment de l'optimisation. On a des devs qui sont ultra forts en optimisation de code embarqué, justement pour garder la même précision, mais en allant vachement plus vite. Et oui, c'est intéressant parce que moi, quand tu me dis on a un temps de réponse d'une seconde, je me dis, en fait, c'est le temps que tu envoies la route. Ça prend 1 seconde, c'est pas grave. Après, le robot, il démarre et il suit son trajet. Mais en fait, c'est que tu as besoin d'optimiser. Enfin, c'est-à-dire que tu peux changer le trajet d'un robot pendant qu'il est en route. Non, on l'envoie pas. Non, mais c'est... En fait, le calcul, la boucle, si tu veux, de calcul interne au robot pour se remettre sur sa trajectoire, au début, quand on l'a codé, elle mettait 1 seconde. La complexité était telle que ça prenait 1 seconde de calcul. Et en 1 seconde de calcul, pendant ce temps-là, ton robot, il avance. Et s'il a été à 4 mètres par seconde, il peut avoir beaucoup de déviés, puisqu'il aura avancé de 4 mètres. Et là, c'est là qu'on a optimisé. Parce que non, on ne change pas la trajectoire du robot, on attend qu'il soit arrêté pour lui renvoyer une nouvelle trajectoire. Alors, du coup, j'essaye de... Parce que d'un côté, tu me dis que le robot, il va suivre le trajet qu'on lui a donné, mais en même temps, je sens qu'il a une capacité d'adaptation en fonction de ce qu'il rencontre. Du coup, à quel point il va... Non, il a pas une... Enfin, il va s'adapter, il va adapter ses mesures, il va utiliser ses retours de mesures pour justement rester sur la trajectoire qu'on lui a donnée. Et s'il s'en éloigne trop, il s'arrête. Okay. Parce que du coup, en fait, il peut avoir une roue qui va plus vite que la roue droite, qui va plus vite que la roue de gauche. Et du coup, il faut qu'il se réajuste en fait, pour se remettre en permanence sur le trajet. Exactement. C'est ça, Ou alors, tu vas avoir un petit problème de planéité. Tu vois, tu as une petite bosse à un endroit où il y a une vis qui est tombée et il y a une vis à un endroit. Donc, du coup, ça va le dévier un petit peu. Et donc, il va se remettre en permanence. Ouais. Ou alors, le bac qu'il a sur le dos n'est pas équilibré en termes de poids. Parce qu'on a des bacs... c'est des bacs qui sont... je sais plus, 40 par 60, je crois, en centimètres, 400 par 600. Et si tu veux stocker, je sais pas moi, des vis, par exemple, t'as pas besoin d'un bac comme ça, c'est trop grand. Donc, on peut le diviser en petits morceaux. Mais du coup, si c'est divisé en 2 et que t'as que du poids dans une des 2 divisions et pas dans l'autre, ton robot, forcément, tu vas dévier sa trajectoire. D'accord. Et donc, il faut que ça remette en permanence, justement, ça mette plus de vitesse, plus de couple dans l'autre moteur pour retourner sur sa trajectoire. Alors, c'est compliqué parce qu'en fait, à chaque fois que tu m'expliques un truc, j'ai 3 questions qui arrivent, mais du coup, il faut que je pense à revenir à la question d'avant. Tu as évoqué, donc il va se réajuster, notamment s'il voit une petite bosse à un endroit, un truc et compagnie. Du coup, moi, je me dis, ok, donc tu as un orchestrateur, tu as un robot qui s'ajuste parce qu'il y a une petite bosse sur le trajet. Est-ce que ton orchestrateur est capable, à force de voir qu'au même endroit, à chaque fois, les robots sont obligés de se réajuster parce qu'il y a un défaut dans le terrain, de se dire, ok, là, il y a un défaut, donc à l'avenir, on va l'éviter sur les trajets. Ah non, mais l'orchestrateur, il n'est pas au courant de ça. D'accord. L'orchestrateur, il sait juste, est-ce que je suis au bon endroit ? Enfin, le robot lui remonte juste l'information de où il est, et s'il est au bon endroit, moyennant une petite marge, c'est ok. L'orchestrateur va rien faire. Donc, mais il ne sait pas, tous ces retours de calcul sont purement internes au robot. Ces retours de mesure et ces recalculs et ces auto-optimisations du modèle en permanence, c'est purement interne au robot, et le robot, il ne remonte que quelques informations à l'orchestrateur. T'imagines tous ces robots, là, t'as 200 robots qui discutent en Wi-Fi. À 20 km/h ? Non. Oui, à 20 km/h, oui. Alors, en général, ils sont plutôt à 3 mètres par seconde que 4 mètres par seconde, parce que 4 mètres par seconde, il faut qu'ils soient en ligne droite, lancés, etc. Ils ne tournent pas aussi vite que ça. Mais si tu veux remonter toutes ces informations en permanence, t'imagines la quantité de data que tu dois remonter via le Wi-Fi. Enfin, c'est... En fait, ça passe pas. Ça passe pas. Ça a été assez intéressant. Il y a aussi des tas de choses. On fait de l'optimisation là-dessus. Parce que, justement, quand tu commences à dire « Ah, je vais remonter ça, et puis que tu vois que ta bande passante est complètement saturée, tu commences à te dire « Bon, il va falloir que j'optimise bit par bit ce que je remonte comme information. » Et du coup, on a... au début, on utilisait des protocoles mainstream. Et en fait, on a recodé un protocole
alors c'est du TCP, c'est des sockets TCP, mais on a recodé notre protocole pour optimiser justement le contenu des messages qui sont envoyés pour pas perdre de bande passante, pour qu'on puisse avoir 200 robots qui communiquent en permanence avec notre orchestrateur. Et alors du coup, ce plafond que vous avez de jusqu'à 200 robots pour un orchestrateur, est-ce que du coup c'est dû notamment aussi à une limitation de communication avec, enfin ou c'est une question de capacité de calcul de trajet au-delà de... Au début, c'était un problème de communication, donc on a vachement travaillé justement sur ça, parce que le Wi-Fi n'était pas capable de... Donc on a changé un petit peu aussi notre façon d'organiser les access points Wi-Fi sur un site. Aujourd'hui, c'est plus la communication. Le problème, c'est effectivement plutôt la capacité de calcul, parce que si à un moment donné, tu as tes 200... Tu démarres ton site, tu lances ton site, etc. Tous tes robots, ils étaient à l'arrêt. Et là, tous tes robots, ils veulent une nouvelle mission, ils veulent savoir ce qu'ils veulent faire. Donc tu es en train de calculer 200 missions en permanence, en parallèle. Donc c'est du modèle ultra multithreadé qu'on a. Et en fait, quand tu as trop de robots, tes threads, ils sont en permanence en train juste de vérifier s'ils peuvent prendre des mutex. Et tu n'as plus de place, tu n'as plus de temps de calcul réel, parce que tu as trop de temps comme ça. Donc on observe, on pourrait sûrement en mettre plus, mais on observe qu'en fait, sur le cas nominal, ça marche. Quand tu es en régime établi, tes robots, ils sont pas tous en train de demander des missions en même temps, donc ça marche. Mais au moins de petits problèmes, dès que tu commences à avoir une surcharge de calcul, ça prend des plombes et c'est pas acceptable. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on parle des robots, mais au final, c'est des personnes qui sont utilisatrices du système. C'est des personnes qui sont devant les stations à attendre que le robot amène le bac. Et donc, si on a des problèmes, si le robot il attend trop, si y a des collisions, si on a du mal à calculer leur mission, au final, le gars, il va être là, puis il va se tourner les pouces. Et puis, t'attends. Si t'as aucun robot qui arrive, normalement, pareil, en régime nominal, t'as 4-5 robots, ça s'appelle une station, t'as une espèce de rampe comme ça qui monte vers l'opérateur. T'as toujours 4-5 robots qui sont là, et puis c'est fluide. En fait, quand le robot il part, on a un autre qui arrive juste après parce qu'il attendait juste. Mais s'il s'est produit quelque chose et puis que tu vois pas de robot, puis que tu vois pas de robot, puis que tu vois toujours pas de robot, tu te demandes ce qui se passe. Donc, en fait, dès que tu perds quelques secondes, au final, c'est l'opérateur de préparation de commande qui attend. Et puis il y a des effets cascades du coup. Exactement. Tu as des effets cascades dès que tu commences à avoir un problème quelque part. En général, il y a tout un travail d'optimisation là-dessus pour cascader le moins possible et puis essayer de limiter dans une zone particulière dès qu'on a un problème, justement. Ouais. Tout ça, c'est le travail de l'orchestrateur aussi. Je vois. Je reviens un petit peu plus haut parce que cet aspect réseau, c'était justement, il y avait une question de Julien là-dessus. Et il disait, au-delà du compute, il faut être ensuite capable de communiquer entre tous ces acteurs. Et il parlait notamment de la gestion des ondes. C'est-à-dire que, est-ce que, toi, tu parlais tout à l'heure, vous avez modifié la façon dont les points Wi-Fi sont installés. Est-ce que c'est parce qu'il y avait une espèce de pollution, comment on dit, une pollution électromagnétique, c'est-à-dire qu'il y avait tellement d'éléments qui communiquent au même endroit qu'il y avait une espèce de... Non, pas ma connaissance. C'était plutôt parce que faut imaginer dans un entrepôt comme ça, donc si tu as un entrepôt qui est à 12 mètres de haut et tu as l'espace entre deux étagères, enfin l'espace où va passer les robots fait 60 cm, l'espace d'un robot. C'est ultra dense, en fait, c'est vraiment ultra dense, c'est que du métal en fait, là-dedans, enfin c'est du métal et puis après du stock, et du coup, le Wi-Fi, le métal, tout ça, y a des fois ça marche pas bien. Et donc il faut que, où que soit le robot, il soit systématiquement connecté au Wi-Fi. Il ne faut pas qu'il perde la connexion. S'il perd la connexion, on considère qu'il est perdu, et un robot perdu, justement, ça cascade partout. Et donc, il a fallu optimiser la position, justement, des access points pour que les robots, à aucun moment, ils perdent la connexion, qu'ils puissent sauter d'un access point à l'autre en ayant suffisamment de connexion et de pouvoir continuer à discuter en permanence. Et du coup, le choix du Wi-Fi, est-ce qu'il y a eu d'autres tests ? Bon, j'imagine que le Bluetooth, c'est pas ouf. Ouais, c'est pas très mais est-ce qu'il y a eu comme ça des tests de plusieurs types de connexions ? Je sais pas. Là, pour le coup, je sais pas. C'est avant ton arrivée. Ouais, exactement. Et vu que c'est pas le domaine dans lequel je travaille, je suis au courant d'un certain nombre de choses, mais c'est vrai que je me suis pas intéressée à tout. Oui, il y a tellement de choses intéressantes dans l'entreprise, en fait, que tu peux pas savoir les raisons de tous les choix techniques. Je vois déjà, moi j'ai qu'une heure avec toi, donc je dois choisir les sujets que j'évoque, donc j'imagine que tu as effectivement ces sujets-là aussi.
Il y a donc l'orchestrateur, c'est l'orchestrateur qui va choisir le trajet. Est-ce que dans un souci de facilité, vous prédéterminez un ensemble de routes et du coup il y a des croisements qui sont faits et du coup c'est un GPS traditionnel, c'est-à-dire que tu as un ensemble de points de départ et un ensemble de points d'arrivée, ou est-ce que l'orchestrateur peut faire passer un robot littéralement par n'importe où et du coup parfois tu as des trajets un peu avec des courbes, j'ai plus le nom en terme, pas gaussiennes, si gaussiennes. Enfin, tu as des vrais virages et compagnie, ou est-ce que tu vois, c'est... Alors en fait, on a représenté nos routes par un graphe pour être sûr que les robots passent bien au centre, par exemple, entre deux étagères. Tu peux pas faire se croiser des robots. Donc déjà, c'est important, tu peux pas faire croiser des robots. Donc entre les étagères, le chemin il est à sens unique. Donc en fait, on a tout un réseau de chemins. Enfin, en fait, c'est vraiment littéralement un graphe de chemin, un graphe orienté avec certains chemins qui sont à sens unique et d'autres qui sont à double sens à d'autres endroits, avec des points où les robots ont le droit de s'arrêter, et puis sur le chemin, ils n'ont pas le droit de s'arrêter. Mais les points où ils peuvent s'arrêter, en fait, ils ont leur place de garage, on va dire. Donc, tu as autant de places de garage que de robots, parce que quand tu arrêtes un système, il faut que le robot, justement, il soit dans ses places de garage. Donc, si tu as 100 robots sur ton système, tu vas avoir 100 places de parking. Et puis après, chaque point d'arrêt ou de départ, en fait, c'est justement les alvéoles, c'est-à-dire là où sont situés chacun des bacs dans le système. Là, voilà. Là, le robot a le droit de s'arrêter, parce que forcément, il faut qu'il s'arrête pour récupérer son bac. Et après, l'orchestrateur, en suivant ce graphe-là, en utilisant ce graphe-là, il peut faire n'importe quel chemin. Donc oui, des fois, on a des trucs assez bizarres avec des robots, parce qu'on a un visualisateur. Moi, je peux me connecter partout dans le monde et voir tous les robots sur leur site et voir les chemins, en temps réel, les chemins qui sont choisis justement par Astar. Et au début, on avait des trucs assez drôles avec des robots qui faisaient des tours, en fait. Parce que, pour une raison ou pour une autre, à un moment donné, il y avait d'autres robots sur la route. Donc, l'orchestrateur estimait que c'était plus rapide de faire un tour et puis de revenir au point de départ plutôt que d'aller tout droit et d'attendre. Donc, ça, on a essayé d'éviter parce que en fait, c'est rarement optimal de faire un petit tour. C'est en général que tu as un problème dans ton algo. Mais oui, on a des fois des chemins assez bizarres parce qu'en fait, l'orchestrateur, il tient compte de la position... Il n'est pas que spatial, en fait. Il tient compte de la position dans le futur de chacun des robots. Donc, il doit optimiser le chemin en temps et pas seulement en distance. Donc il optimise en distance et ensuite il adapte en fonction de « Ah oui, mais là, à ce moment-là, j'aurai tel robot, donc peut-être que si je fais un petit détour, ou peut-être que si j'attends ou que je vais moins vite, ou plus vite avant, je vais pouvoir optimiser en temps mon trajet. » Donc il va optimiser les croisements, quitte à en faire ralentir un petit peu pour qu'il y en ait un autre qui passe de manière plus safe au croisement et que l'autre arrive juste après. Alors c'est celui d'après, c'est toujours... c'est séquentiel. À partir du moment où on a choisi un chemin pour un robot, on l'inscrit, alors en cache, mais on l'inscrit et il bougera plus. On l'envoie au robot, cette mission-là, et donc ce robot-là, vu qu'on ne change pas le trajet d'un robot en cours, elle est envoyée. Et donc c'est les autres qui vont s'adapter à celui-là. Okay. Attends, j'avais une question, elle vient de partir. J'en ai une autre qui derrière, c'est pas grave. Tu nous as dit que le chemin, du coup, entre les étagères est à sens unique. Tu nous as dit aussi qu'il y a une particularité, c'est que vos robots, ils sont capables de monter aux étagères. Est-ce que ton orchestrateur, il a pour objectif que si le robot 3 est derrière le robot 2, il restera quoi qu'il arrive derrière? Ou si jamais le robot 2 commence à monter, le robot 3 peut passer en dessous? Complètement, le 3 peut passer en dessous. Ouais, tout à fait. Donc en fait, t'as une géométrie spatiale, t'es pas juste sur des points. Mon graphe, il n'est pas que en 2D, il est en 3D. Et il sait jusqu'où il va, il sait s'il est en train de monter, de descendre, ou s'il a l'arrêt en train de sortir sa fourche ou pas. Tu peux même avoir le robot 3 qui monte jusqu'à 10 mètres, et puis le robot 2 qui monte jusqu'à 2 mètres, pendant que le robot 3 est à 10 mètres, et puis ensuite le robot 2 qui repart et le robot 3 qui redescend. Ouais. J'avais lu un jour un article de quelqu'un qui expliquait que la probabilité qu'on ait des voitures volantes dans le futur est quasi nulle, parce qu'en fait... Déjà, quand on se déplace dans un espace à 2 dimensions, quand on conduit une voiture dans un espace à 2 dimensions, c'est très compliqué. Alors, si on devait imposer à l'humain de se déplacer aussi à la verticale, ça deviendrait accidentogène. Il y aurait des morts toutes les 20 secondes. C'est bien possible. Dans toutes les villes. Ma question, du coup, c'est est-ce qu'en informatique, est-ce que dans votre cas précis, vous avez quand même des trajets qui sont quand même bien définis et compagnie,
est-ce que cette troisième dimension, est-ce que ça t'augmente la complexité? Est-ce que ça te cube la complexité? Ou est-ce que ça te la multiplie par 3? Ou est-ce qu'au final, c'est pas une complexité plus que... C'est une bonne question. Je pense qu'avec notre modèle de données, ça l'augmente pas. Enfin, ça, en tout cas, on passe pas, on change pas de complexité. Justement, alors tout ça, ça fait partie de trucs dont je te disais. Il y a rien aujourd'hui dans les papiers officiels, dans les papiers universitaires, il y a rien qui marche en 3D. Alors que nous, on a quelque chose d'industriel. Donc, je peux pas trop te détailler justement ce qu'on fait, mais je pense que non, ça augmente pas la complexité. Enfin, on a réussi à trouver une façon de gérer le truc qui augmente pas la complexité. C'est peut-être lié au fait que, comme votre robot en fait monte en s'accrochant aux étagères, en fait, tu as un nombre de chemins définis, alors que tu n'as pas un robot qui va monter d'un coup en diagonale. Oui, entre parfaitement. les étagères. Oui, bien sûr. C'est des parcours qui bien sont sûr. En fait, on arrive à remettre à plat quelque part. D'une certaine façon. D'une certaine façon, on remet à plat cette 3D. C'est pas tout à fait ça, mais d'une façon, on se ramène à de la 2D d'une manière ou d'une autre. Ouais. Il y a... alors, je suis désolé, j'ai des questions qui commencent par des petites histoires. J'ai vu il y a longtemps, c'était une des premières démos des voitures autonomes de Google, donc c'était il y a presque 10 ans, ou voire même 15 ans. J'avais vu une vidéo de Sergey Brin qui est monté dans une voiture autonome avec sa maman à l'arrière. Et en fait, ce qui était assez choquant, ça a changé depuis. Mais donc, à l'époque, c'était vraiment le début des voitures autonomes. Il y avait un parcours qui était défini. Et en fait, sa maman était terrorisée, notamment parce qu'il y avait un point particulier, c'est comme la voiture a été dirigée par un robot qui connaissait exactement les points de friction de chaque roue, la vitesse, qui maîtrisait vraiment au newton-mètre précis l'accélération et compagnie. Elle prenait la trajectoire optimale de machin, et du coup, la voiture, elle était à 80 km/h dans un virage, où en tant qu'être humain, tu n'irais jamais à 80 km/h, en fait. Donc, tu vois, c'était assez flippant. Ma question, c'est, du coup, est-ce que... Tu nous disais tout à l'heure que quand il y a un trajet qui est défini, le trajet, il ne bouge plus. C'est les autres qui vont s'adapter. Mais tu nous as dit aussi qu'en fonction des roues, des machins, tu as des robots qui vont parfois ralentir, accélérer, et qui doivent, du coup, optimiser le trajet. C'est quoi la marge de manœuvre que vous donnez? C'est-à-dire que, j'imagine, vous n'avez pas envie que les robots se cassent. Quand tu dis que tu vas faire ralentir un robot, parce qu'a priori, il devrait y avoir un robot à cet endroit-là, au moment où il arrive sur le croisement, si jamais il y a un robot qui ralentit un peu trop parce qu'il y a un truc sur la route, il y a une vis qui se détache, ou il y a une perte d'adhérence, ou je ne sais quoi, à quel point, tu vois, et à quel point aussi l'urgence peut être gérée de attention, il va y avoir collision, on arrête tout. Déjà, donc, ils savent à l'avance, quand on envoie leur mission au robot, ils savent aussi quels sont les obstacles normaux qu'ils vont voir sur leur route. Autrement dit, ils savent s'ils doivent croiser ou pas. Ils savent. D'une certaine manière, ils savent qu'ils vont... Enfin, ils savent pas que c'est un robot, mais ils savent qu'à un endroit, ils vont avoir un obstacle normal sur leur route. Et donc, ils vont réagir. Je me permets de te couper parce que c'est ouf. Ça veut dire que quand tu envoies le trajet à un robot, tu lui dis tu vas passer par là, et à tel endroit, tel endroit, tel endroit, tu vas voir un truc à ta gauche qui passe ou à ta droite, mais c'est normal. Ouais, plus ou moins. Parce qu'en fait, on envoie suffisamment d'informations pour qu'ils ne soient pas étonnés. Ouais. Et du coup, s'il voit un truc qui ne correspond pas à ce qu'on lui donnait, il s'arrête. Alors, il commence par dire c'est normal ou c'est pas normal. Il demande à l'orchestrateur tout va bien ou... D'où l'importance des temps de réponse. Ou pas. Parce qu'on n'envoie pas vraiment tous les robots. Enfin, on envoie des informations parce que... En fait, c'est trop simplifié c'est trop simplifié, en même temps, je peux pas te donner tous les trucs compliqués parce que justement, c'est notre valeur ajoutée. Donc, parce que t'imagines bien qu'on peut pas lui envoyer des robots qu'on connaît pas encore. Or, il y a d'autres robots qui vont venir à un moment, etc. Donc, il connaît des géométries qui font que il va pas s'étonner sur certains robots, il va s'étonner sur d'autres, mais il va commencer par dire justement attention, il y a quelque chose pas trop loin. Tant de mètres, qui se rapproche un peu vite. Qui se rapproche, c'est normal, c'est pas normal. Et si au bout d'un moment, Astar dit ah non, c'est pas normal, tu devrais rien avoir à cet endroit-là, hop, on arrête le robot. Et le fait d'arrêter un robot, ça propage à tous ceux qui devaient passer justement là, ça propage l'erreur en disant non, toi tu devais venir dans 10 secondes, tu devais passer par là, mais en fait tu peux pas passer parce qu'il y a un robot qui est arrêté, donc tu t'arrêtes là où tu es. Mais du coup, comme tu t'arrêtes, tu vois, tu propages, etc. Donc, on essaie de minimiser, justement de réduire les marges au maximum pour que ça propage pas trop. Parce que si tu commences à propager à 200 robots, t'as arrêté ton site. Et en même temps, avoir suffisamment de marge pour... Donc, la marge, elle va dépendre de la vitesse, elle va dépendre du site, elle va dépendre de la fiabilité.
Ça dépend de plein de choses. Il y a des sites où on avait des problèmes à certains endroits, toujours le même. Et en fait, on s'est rendu compte que tu as des puits de lumière à certains endroits, tu sais, dans des entrepôts, et ça avait des impacts sur nos lasers, et donc ça avait des problèmes. Les robots avaient du mal à se localiser justement à ces endroits-là. Enfin, il y a plein de petites anecdotes de trucs auxquels on n'avait pas pensé. Tu fais ton truc, tu te dis ok, je vais penser dans le cas un peu théorique, il va se passer ça. Bon, alors déjà, quand tu passes sur du hardware, le théorique n'existe plus. Ça marche plus bien, et en plus ça va marcher chez un client, ça va marcher dans le deuxième entrepôt chez un autre client, puis tu vas le mettre chez un autre client, t'as la même chose, puis tu fais ça marche plus, on n'a pas la même fiabilité, on n'a pas la même robustesse, qu'est-ce qui se passe, pourquoi? Donc là, il faut analyser pourquoi dans ce cas-là, dans cette configuration-là, on a tel ou tel problème, avec des trucs assez drôles du style, en fait, il y a une fenêtre, et à telle heure, le soleil, il est au-dessus, et du coup, ça a un impact sur le robot, quoi. Moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup, qui est que la théorie est toujours vraie, sauf dans la pratique. C'est assez vrai. C'est assez ça, au final. Alors, j'avais évoqué en début d'épisode, effectivement, que je voulais parler de comment est-ce que tu testes ça, mais j'ai plein d'autres questions avant. Il y en avait une... j'en ai encore oublié une. Il y en avait une autre, du coup, sur ce système de gestion de couches. Parce que du coup, tu as Astar qui va définir l'ensemble des trajets. Tu as ton robot qui va se déplacer. Et après, tu as le picker. Ça, j'ai plus le nom exact. Skypicker. Le Skypicker qui, lui, du coup, va se déclencher après pour récupérer l'objet. Pourquoi il y a cette distinction entre celui qui se déplace, dont j'ai oublié le nom aussi, et le Skypod et le Skypicker? C'est histoire de gérer la responsabilité de chacun et d'éviter des interférences ou je ne sais quoi, ou c'est une complexité? En fait, si tu veux, le Skypod, c'est le robot, pas tout à fait cubique, mais quasiment, qui va se déplacer, qui amène les bacs. Et en fait, le Skypicker, il vient en lieu et place d'un humain. Alors, c'est pas tout à fait la même géométrie, c'est pas fait de la même façon, parce que justement, t'as un robot, donc t'as des problèmes de sécurité, il faut que ce soit dans une zone fermée, etc. Mais ce Skypicker, lui, il est fixe, c'est juste un robot fixe avec un bras, et l'autre robot vient, et le Skypicker, d'un point de vue Astar, parce que c'est Astar qui le pilote aussi, qui lui donne ses missions de la même façon qu'il donne des missions au robot. Alors lui, il lui donne des missions de dire tu prends tant d'articles dans telle partie du bac et tu les mets dans tel bac. Et là, c'est le Skypicker qui va calculer entièrement sa trajectoire, pareil, qui va vérifier où est placé l'article, vérifier comment est la géométrie de là où il doit le positionner, prendre le truc, sortir du bac, etc. Mais tu as besoin d'un orchestrateur parce que tu veux pas, par exemple, que le robot d'en bas, il commence à bouger alors que l'autre, il est encore dedans. Parce que là, tu casses pas un robot, mais t'en casses deux. Et puis, alors, le bras robotisé, c'est plus cher que l'autre robot. Donc, tu as toute une gestion comme ça de sécurité du matériel qu'il faut via un orchestrateur. Mais du coup, le Skypicker, il est sur le Skypod? Ah non, le Skypicker, il est fixe à un endroit donné de l'entrepôt. D'accord. Et c'est le Skypod qui amène les bacs jusqu'au Skypicker, comme il les amènerait à un humain. Et du coup, en fait, alors, j'ai mal compris le truc. Du coup, le Skypicker, il est au niveau des étagères pour mettre les éléments dans le Skypod, ou il est au niveau du... Il est au niveau de ce qu'on appelle les stations, c'est-à-dire l'endroit où... De l'opérateur. De l'opérateur, exactement. Il est à côté des opérateurs, enfin dans sa petite cage, mais il est à côté des opérateurs pour commencer les commandes, pour tout ce qui est ce qu'on appelle Skypickable, c'est-à-dire des articles que le Skypicker sait récupérer sans trop d'erreurs. Ouais. On me dit dans le chat qu'effectivement, les puits de lumière, ça a été évoqué sur un autre épisode. Alors, qui est entre guillemets un peu similaire, c'est que j'ai fait un épisode sur la détection visuelle, sur un système de caméra qui, sur une chaîne de fabrication, voit passer toutes les pièces et analyse en fait les pièces qui ont été défectueuses. Et ils ont eu le même problème d'un puits de lumière en fait, qui d'un coup entre midi et 13h fait que le reflet n'est plus le même sur les pièces et du coup il y a un taux de rejet qui est plus important. C'est marrant de se dire que dans un monde industriel, la lumière c'est pas non, on n'aime pas trop. Et en fait, les Skypods, ils n'ont pas besoin de lumière. Donc tu peux éteindre la lumière complètement. D'ailleurs, il fait très très sombre. Quand tu es au milieu du rack, c'est extrêmement sombre. J'imagine que des étagères de 12 mètres de haut qui ont 60 cm d'écart, déjà ça te bloque pas mal de lumière. Ouais, quoi. C'est ça, exactement. Sur du coup cette notion de test, où effectivement donc, la théorie est toujours vraie, sauf dans la pratique, que tu as des contextes qui sont très différents, comment tu fais pour tester de manière suffisamment fiable ton système pour que quand tu le mets en prod, parce que j'imagine que ça coûte quand même très cher à une entreprise de mettre ça en place, que tu peux pas te permettre
lui dire en fait finalement il faudra acheter 20 robots parce qu'il y a un bug qui fait que on en a pété 20 la première semaine. Comment tu fais, tu vois, pour bien tester ton truc et pour que la mise en prod se passe sans accroc? Se passe le mieux possible. Alors, il y a plein de choses. On a tout un travail qui a été entamé un peu après le début de l'entreprise parce que, genre, au début, tu dev. Et puis après, mais voilà, justement, avec des DevOps, on embauche énormément de DevOps en ce moment. Toute notre équipe infra, elle est en train de monter. Mais justement, pour automatiser au maximum, en termes de CI aussi, pour tester au fur et à mesure, dès qu'on fait des merges, dès que tu veux faire un merge, de tester que t'as rien cassé. Donc, tu as tout un tas de tests automatiques. Mais alors ça, c'est vraiment, à la limite, les tests automatiques, c'est le truc où, en ce moment, on recrute énormément parce que on n'est pas suffisamment industriel là-dessus. C'était pas les priorités à l'origine de l'entreprise, c'est normal. Et maintenant, il faut qu'on s'améliore énormément là-dessus. Donc, il y a d'énormes chantiers sur cette partie automatisation de tests pour faire tourner des tas de scénarios différents, justement, pour vérifier que ça continue à marcher. Parce que tu as plein de choses. Tu veux que ton robot, il continue à fonctionner. Tu veux que ton orchestrateur qui gère la partie trafic, elle continue à fonctionner. Tu veux aussi que t'intégrer dans le contexte logistique du client. C'est-à-dire que le client, lui, il nous dit, il nous envoie des listes d'articles, il dit, voilà, toutes mes références, et voilà mes commandes. Mais en fait, d'un client à l'autre, faire une commande, préparer une commande, c'est pas la même chose. T'as des clients qui vont dire, par exemple, si on travaille sur des drives, je veux que la commande, elle soit faite que si j'ai tous les articles. Et puis, tu as d'autres où on travaille sur du retail, c'est-à-dire pour réapprovisionner des magasins. En fait, le magasin, quand il commande, 10 chemises et 14 pantalons, si tu n'as que 13 pantalons, c'est pas grave, il prend quand même les 13 pantalons. Mais tu vois, ça, c'est des petits détails. C'est-à-dire, tu as des clients qui veulent que, typiquement dans l'alimentaire, les articles lourds soient au fond et les articles légers au-dessus. Parce que si tu commences à mettre une bouteille d'huile sur les œufs, on risque d'avoir des problèmes. T'en as d'autres qui s'en fichent. Par exemple, tu mets des vêtements, tu peux les mettre dans n'importe quel ordre, il n'y a pas de problème. Mais par contre, ils aimeraient bien qu'on ne mélange pas les chemises avec les pantalons. Donc si on commence avec les chemises, on fait que les chemises et que les pantalons. Tu vois, tu as toute cette gestion logistique, pour le coup, de la connaissance logistique et de l'optimisation logistique, parce qu'on a aussi énormément d'optimisation logistique. Dans quel ordre je fais mes requêtes ? Tiens, j'ai un client VIP qui vient d'envoyer une commande, il faut la faire de façon urgente. Si toi, tu es le client VIP, tu cliques, dans 15 minutes, elle peut être prête, ta commande. Mais pour ça, il faut être capable de réagir à cette urgence, d'être capable de réoptimiser en permanence ce genre de choses. Et c'est plus ça qui est complexe, en fait. Parce que nos robots, c'est toujours tous les mêmes, d'accord ? La forme de l'entrepôt est différente, mais finalement, on arrive à généraliser assez simplement. Mais par contre, ce qui est difficile et ce qui est très complexe à tester, c'est tous ces contextes logistiques, parce que tu fais une petite modification, il faut vérifier que ça continue à marcher dans tous les contextes logistiques. Donc ce que je te disais, on a déjà des tests automatiques, et puis après, à chaque release, on a une équipe de testeurs dédiée qui va faire des tests à la fois en simulation, parce qu'on est capable de simuler entièrement nos systèmes. Et alors en fait, ce qui est super sympa, c'est que quand on simule un système, finalement, on ne simule que les robots. Tout le reste, c'est le même applicatif qui tourne. Et on simule, dans la robotique, on simule en fait que les retours des capteurs. C'est tout. Tout le reste, c'est exactement le même logiciel qui tourne, que ce soit en simulation ou que ce soit en réel. Donc déjà, ça permet de tester plein de choses en simulation. Et après, on a des systèmes de test directement à Croix, là où on est, à côté de nous. Il y a un système de test complet avec des robots qui tournent, dans lequel on est capable de le déployer en amont et de le tester énormément. Du coup, vu que tu testes uniquement les retours des robots, parce qu'en fait, qu'on évoquait tout à l'heure que ton robot, il est capable du coup de réajuster son trajet en fonction de ce qu'il voit, parce qu'il patine un peu sur un endroit, parce qu'il a une roue qui va moins vite que l'autre. Au final, tu considères, est-ce que tu vas simuler uniquement ça, uniquement les retours des différents capteurs, parce que tu considères soit que le robot est suffisamment intelligent pour suffisamment bien corriger son trajet en fait pour dévier très peu du trajet qui est prévu, ou est-ce que c'est parce qu'au final les variations sont suffisamment faibles pour que les différences entre les tailles des roues, l'adhérence et autres est suffisamment faible pour que tu vois, cette réalité terrain n'ait pas besoin d'être testée en tant que telle? Je dirais ni l'un ni l'autre. Okay. En fait, non. C'est justement le problème de la simulation quand tu simules justement un robot, c'est que non, la réalité,
la réalité physique sera toujours différente de ce que tu as simulé. Mais par contre, si ta feature, c'était de l'optimisation sur de la préparation de commandes ou sur la façon dont tu tries tes articles, t'as pas besoin de tester ça avec des vrais robots, tu vois. Ou si ta feature, elle consistait à se dire, si j'arrête un robot, je veux moins que ça cascade qu'avant, en fait, tu t'en fiches aussi que ton robot il soit exactement à la position où il était et qu'il a réussi à corriger ou pas, parce que ce que tu vas faire, c'est que tu vas simuler qu'il y a un robot qui s'arrête et que tu vas vérifier que ça s'étend moins qu'avant, enfin qu'il y a moins de robots qui sont impactés. Mais du coup, tu peux faire énormément de tests en simulation parce que la géométrie, le fait que le robot se réadapte, dans ces features-là, tu t'en fiches. Et l'autre problématique aussi, c'est qu'un système, ça coûte assez cher. On en a un pour faire nos tests. Il y a beaucoup de monde qui veut faire des tests dessus. Et du coup, tu peux pas tout... Enfin, il faut optimiser et tout ce qui peut se tester en simulé, on le teste en simulé. Mais après, on vérifie toujours avant chaque release que on a une liste de tests à vérifier systématiquement pour vérifier qu'en réel, ça continue à marcher, y compris de la logique. Enfin, on fait du test bout en bout systématiquement. Et par contre, si ta feature, elle était sur le robot, justement sur la robotique, là, tu es bien obligé de la tester en réel parce que justement, tu as besoin du réel. Je vois. J'aurais une autre question après sur... J'aurais une autre question sur quoi ? Bon, c'est pas grave, rien tout à l'heure. Il y a une question dans le chat de Valkins. Ça prend combien de temps pour une installation, une mise en prod sur place ? Car a priori, on ne peut pas faire cohabiter des personnes et des robots, donc il faut interrompre la logistique pendant un certain temps. Donc, comment ça se passe, cette mise en place ? Alors, il y a deux choses. Déjà, pour répondre à ton timing, ça dépend de l'entrepôt. Parce qu'en fait, nous, on ne vend pas que notre système Skypod. On peut l'intégrer dans un entrepôt complet, c'est-à-dire que nous, on va être intégrateur de solutions qui sont fabriquées par d'autres, typiquement un robot de dépalettisation ou de palettisation, etc. Donc si on considère qu'il y a l'entrepôt complet avec le convoyage, etc., ça peut prendre jusqu'à 6 mois d'installation. Mais par contre, sur un petit système où on installe juste notre Skypod système, le plus rapide qu'on ait fait, c'est 6 semaines. Ok. Donc pendant 6 semaines. Et donc ça, c'est le temps d'installation, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien, il y avait juste une dalle, 6 semaines plus tard, les robots ils tournent et ils sont en prod. C'est quand même assez rapide. Par contre, ça n'empêche pas de continuer. Alors, ça dépend. Souvent, non. On a deux types de projets. Si tu veux. Tu as les projets où on est sur des entrepôts nouveaux. Donc là, il n'y a pas de problématique de continuer la production qui était faite avant par des humains. Et on a des entrepôts aussi où on vient s'insérer dans un système existant où il y avait des humains avant ou alors où il y avait ce qu'on appelle des shuttles, c'est-à-dire c'est le système shuttle, c'est vraiment de l'automatisation pour le coup, c'est des rails avec des ascenseurs, etc. Donc c'est de l'automatisation, mais c'est très très lourd mécaniquement, alors que nous on apporte une solution qui est beaucoup plus légère. Dans ces cas-là, en fait, on va juste mettre du grillage, délimiter physiquement une partie, et on est capable de continuer, de laisser la prod qui continue, et nous de mettre notre solution petit à petit dans l'entrepôt. Il y a pas mal de nos clients qui sont intéressés par ça, c'est qu'aussi, si nous on veut agrandir notre solution, tu vois, au début, typiquement, tu es dans le e-commerce, tu sais pas trop ce que ça va être dans 5 ans, donc tu te dis, bah ouais, mais je sais pas comment dimensionner, parce qu'aujourd'hui j'ai besoin de, 30 robots, et puis peut-être que dans 5 ans, mon activité, elle aura fait un boom énorme, et j'en aurai besoin de 100, mais j'ai pas envie d'en acheter 100 maintenant, parce que j'ai pas les fonds. Bah ça, c'est pas grave, parce qu'on est capable, nous, avec un système qui marche, pardon, on construit notre autre système à côté, et ça prend juste quelques jours. Une fois que l'autre est prêt, on le teste indépendamment, et ça prend quelques jours pour les connecter. Et pour dire, en fait, en gros, on enlève le grillage, on remet proprement, etc. On redéploie notre nouveau graphe qui tient compte des deux, et c'est parti. Et du coup, quand tu fais cette extension, tu avais un orchestrateur sur l'extension pour tester que ça fonctionnait bien, et après en fait tu retires l'orchestrateur du nouvel environnement pour m'intéresser ou tu gardes avec les deux orchestrateurs. Non, à la fin t'as qu'un seul orchestrateur. Ok. Et du coup, si tu veux aller au-delà de cette limite de 200 robots, là pour le coup il te faut un deuxième orchestrateur qui va gérer du coup une zone géographique particulière. Séparé. Vraiment physiquement séparé. Ouais. Et est-ce que du coup tu as un orchestrateur d'orchestrateur ? Alors oui, c'est un autre de nos produits qui s'appelle Deep Sky, qui est là purement du soft, pour le coup, qui est vachement intéressant, qui est un WES. Alors c'est un Warehouse Execution System. Donc dans le monde de la logistique, il y a plein d'acronymes comme ça.
Alors lui, c'est un orchestrateur au niveau entrepôt complet. Donc lui, il est capable de faire bouger des charges, de faire bouger des tas de trucs sur du convoyage, d'interfacer avec d'autres robots, d'interfacer avec des machines de type mesure de dimension, avec des machines de type RFID, etc. Et de s'interfacer avec nos systèmes. Et donc lui, il vient se mettre entre le WMS, donc ça c'est le Warehouse Management System, donc ça c'est le client, lui, qui connaît ses clients finaux, qui connaît son stock, qui va nous envoyer tous ces ordres-là. On a notre Deep Sky qui est au milieu, qui lui va gérer l'ensemble de l'entrepôt et qui ensuite va envoyer les informations qui l'intéressent à chacun de nos systèmes, chacun de nos ASTAR, notre orchestrateur de robots. Ok. Voilà. Passionnant. J'ai retrouvé du coup une autre question que j'avais. C'est sur cette notion de mise en prod, mais de manière plus précise. C'est sur... Attends, parce qu'en fait, il y a plusieurs aspects. Tout à l'heure, tu nous as expliqué que tu as des clients où il y a des notions de priorité. Tu as des clients VIP, tu as des façons dont tu vas ranger les commandes, enfin bref, tu as des technos qui sont spécifiques. Ma question, c'est à quel point est-ce que votre code, votre solution, répond en fait à toutes les problématiques versus est-ce que tu as du dev parfois très custom pour certains clients et du coup, est-ce que chaque client a une code base spécifique ou est-ce que tout le monde a la même et du coup, en fait, au final, même si je suis un vendeur de vêtements, je peux gérer ma question de poids en mettant les objets les plus lourds au fond, ce genre de choses. Et ouais, alors c'est ça, en fait, je te remercie de cette question-là, ça fait partie des choses qui sont vachement intéressantes. C'est que nous, on vend un produit standard, c'est-à-dire que on est vraiment... La boîte est découpée en deux, la partie produit et la partie projet, et la R&D et la production, c'est la partie produit. C'est-à-dire qu'un robot, quand il est designé pour aller chez n'importe qui. D'ailleurs, un client, il n'achète pas des robots, il achète un certain nombre de robots. C'est-à-dire qu'on lui garantit juste qu'il va toujours avoir le même nombre de robots, mais le robot qui est à un moment donné chez un client, peut-être qu'on va le ramener pour de la maintenance préventive, puis après, il va aller à l'autre bout du monde le lendemain. Ça, c'est possible. Donc les robots sont complètement standards, l'orchestrateur est aussi complètement standard, et l'écran, parce qu'on a aussi de l'IHM pour l'opérateur pour indiquer ce qu'il doit faire, est aussi complètement standard. Il n'y a rien de custom là-dedans, tous les clients ont exactement la même chose. Et donc, ce qu'on vend aussi, c'est finalement de dire, quand un client nous demande une nouvelle feature, finalement, si on la développe, on va en faire bénéficier tous nos autres clients. Eux, ils ne l'auront pas acheté, mais à la prochaine mise à jour, ils vont l'avoir quand même, et ils vont avoir de l'optimisation pas gratuite. En fait, ça fait partie de ce qu'on vend en fait, de notre solution. On leur dit, vous allez toujours être à jour. On n'est pas à dire, non, vous l'avez acheté dans une version, et ça va être votre version, et dans 10 ans, en fait, ça va vous coûter très cher pour remettre à jour. Non, en fait, on met à jour en permanence nos sites clients, y compris ceux qui sont en production, pour maintenir à peu près tous les sites au même niveau d'avancement. Et c'est à quelle fréquence ces mises à jour ? Alors ça va dépendre des clients. On essaie de les passer sur des versions stables assez régulièrement, donc ça dépend tous les ans à peu près. Ils peuvent avoir, on a des versions stables plus souvent. Après les clients n'aiment pas forcément tous les 3 mois changer de version, donc ça dépend. Ça peut être au bout de 6 mois, ça peut être au bout d'1 an, ça peut être au bout de 2 ans. Mais on va essayer, on ne veut pas garder des vieilles versions. Donc tous les sites qui sont dans des versions qui ont plus de 2 ans, on les force à passer vers des versions plus récentes. Et cette mise à jour, ça se passe comment ? Il faut shut down everything ou ça prend 2 jours ou ça prend 20 minutes ? Alors, il faut shut down everything parce que si tu déploies des nouveaux softs, y compris sur les robots, il ne faut pas qu'ils soient en train de faire quelque chose. Donc oui, on a besoin d'un temps d'arrêt. Mais après, c'est pareil, tout ce travail-là, on a énormément automatisé le truc pour déployer. Enfin, on a un système de superviseur, on a un serveur qui est un superviseur qui, lui, on va lui envoyer la nouvelle version. Et lui, ensuite, il est capable de savoir ce qu'il y a sur le site et puis de pusher toutes les versions en dessous vers les bonnes machines qui ont besoin du bon soft. Et puis ensuite, chaque machine redémarre et c'est reparti, quoi. Ce qui va être long, ça va être plus la partie base de données. Si tu commences à avoir des migrations de données parce que tu as changé ton modèle ou parce que, cette colonne, elle était nullable et d'un seul coup, non, il te faut une valeur par défaut, tu as changé un nom de setting ou ce genre de choses, là, il faut migrer toutes les données et ça, c'est la partie qui est presque la plus longue, mais ça se fait en quelques heures. En quelques heures, c'est OK.
Et bien donc du coup, c'est en gros, on est sur une version majeure par an, c'est ça Alors, ce on que a je plus comprends. de versions majeures. On a 3 versions majeures. 2 Ok. à 3 versions majeures par an. Mais tous les clients passent pas de majeure. Des fois, ils sautent une majeure. Parce que j'imagine qu'il y a quand même entre le fait qu'il faille tout arrêter pour mettre à jour, le fait qu'il y a quand même un risque toujours à mettre à jour, qu'on est quand même sur des solutions qui en elles-mêmes coûtent cher, mais si ça te bloque ta logistique pendant 3 jours, ça te coûte vraiment très cher. Et j'imagine que vous avez du coup un process Alors, on a de un process. validation. Exactement. On a un process de validation et surtout, on a des serveurs de pré-production. Et avant de. Pour chaque client. Pour chaque client. Alors, non, pas pour chaque client, mais on va être capable de les. Comment dire ? De les utiliser, on les vide et on remet la configuration du client. Ok. Donc, avant de déployer chez un client, en fait, on teste sur serveur de pré-production dans la configuration du client, on fait un backup de leur base, on récupère leur base et on vérifie que tout marche, si tu veux, d'abord en pré-production, avant de déployer, pour vérifier que tout se passe bien, que tout va bien s'installer correctement, que quand on va redémarrer, ça va bien vouloir redémarrer, qu'on est capable de relancer de la préparation de commande. Après, on a des systèmes de simulation aussi, de préparation de commande qui vont simuler les clics de l'opérateur, justement pour faire cycler pendant 1 heure, pendant 2 heures, pour voir si tout se passe bien. Ok. Voilà. Est-ce que, alors, question du coup dans le chat, toujours de Velkens, est-ce que ça arrive qu'une mise à jour, surtout concernant les pods, se passe bien, sauf à un endroit, par exemple à cause d'un défaut du sol, qui entraînerait une surcompensation? Tu vois, est-ce que tu as déjà eu le cas d'une mise à jour qui va en fait capoter parce qu'il y a un cas particulier chez un client, tu vois, par exemple ce puits de lumière, où en fait ce cas très particulier physique entraîne une surcorrection dans le nouvel environnement et du coup en fait Non, on a rarement... C'est pas physique. Les problématiques, c'est plus sur le contexte logistique, sur le process logistique du client qui est différent d'un client à l'autre, où on va pas avoir pensé que tiens, tel client en fait il l'utilise de telle façon et donc on a amélioré pour un mais en réalité on a dégradé pour un autre. Ça va être plutôt là-dessus. Mais après, sur du physique, c'est assez rare. Enfin, ça fait pas... Et de toute façon, la mise à jour, c'est pas parce qu'elle rate chez un... Enfin, comme rate. Si elle se passe moins bien chez un client, elle peut quand même se passer très bien chez plein d'autres clients. Ça n'empêchera pas de déployer chez les autres clients. C'est toujours il y a un contexte spécifique qui fait que chez quelqu'un... Chez un client, il y a un truc... C'est toujours pareil. Dans les tests, tu testes ce que tu as pensé à tester. Si tu tombes sur un cas auquel tu n'as pas pensé, tu ne l'as pas testé. Et là, c'est du pile ou face. Ouais. C'est toujours le même problème. Je vois que ça fait déjà 1 heure qu'on discute. Je pense qu'on a quand même fait un joli tour. Pour terminer, j'aimerais du coup parler de la notion de recrutement. Déjà, vous êtes combien dans l'équipe aujourd'hui sur ces différents sujets? Et est-ce que... on sent qu'il y a quand même un niveau d'exigence assez fort sur les... on a parlé de la performance, on a parlé de la qualité, que clairement tu peux pas déployer du code qui fonctionne dans 20% des cas, ou même dans 80% des cas, parce qu'en fait ça peut coûter trop cher aux 20% restants. Donc c'est quoi la taille de vos équipes et sur comment est-ce que vous recrutez pour être sûr de maintenir ce niveau d'exigence? Alors déjà au niveau Exotech, c'est une boîte qui double ses effectifs tous les ans depuis le début. Donc là aujourd'hui on était 800 et l'objectif c'est d'être... Alors aujourd'hui à date on est 800 à peu près, partout dans le monde. Donc on est sur les États-Unis, on est à Atlanta, on est à Munich, on est à Tokyo et on est à Croix à Lille en France. 800 sur le dev? Non, 800 sur l'ensemble de la D'accord. boîte. Sur la partie dev... Alors après sur la R&D t'as du dev mais t'as pas que du dev, hein, t'as aussi la méca et puis l'électronique. Sur le dev, on doit être 150 à peu près. Okay. Donc aujourd'hui, on est tous à Croix. Et alors là, grosse annonce, on ouvre un site à Lyon. Parce que, comme tu dis, il faut recruter. L'objectif, c'est aussi de recruter énormément de développeurs. Et on a un peu fait le tour des gens qui sont dans le nord, parce que Croix, c'est à côté de Lille, et ça fait peur. Lille, il fait froid, tout ça. En réalité, non, c'est super sympa. Mais voilà. Et donc, on ouvre aussi un site là, à partir de septembre, on va avoir un site de développement, vraiment orienté sur la R&D soft, à Lyon aussi. Donc voilà, faut pas hésiter. Si jamais il y a des auditeurs qui sont intéressés et qui auraient un petit peu peur de monter dans le nord, Lyon il fait un peu plus chaud. Et dans le process de recrutement,
effectivement, on a vraiment besoin d'une vraie qualité. Donc, on a des tests techniques. Enfin, ça passe par 3 étapes à le recrutement. Il y a un entretien RH assez classique, un test technique fait par quelqu'un qui est en R&D. Enfin, moi, j'en fais passer assez régulièrement des tests techniques. Et puis après, il y a l'entretien avec le manager. Voilà. Et c'est vrai que sur nos tests techniques, on a moi, sur ceux que j'ai fait passer, j'ai à peu près 50% de passe, 50% de fail quand même. Okay. Donc, c'est des tests techniques qui sont assez exigeants parce que derrière, on veut de l'autonomie, on veut une capacité à apprendre, une capacité à s'intéresser au-delà de... Enfin, clairement, à Exotech, on n'est pas des devs exécutants, jamais. Y compris le plus junior des devs, il n'est pas exécutant, il a une vraie responsabilité, il doit amener ses features en entier, le designer, développer, etc. Alors, il est aidé, mais il ne faut pas qu'il soit non plus tout le temps à attendre la suite, quoi. Donc, et sur l'onboarding, du coup, ça se passe comment? Vous avez une target, vous dire... à ta 3e semaine, tu dois shipper une feature. Alors non, c'est pas aussi strict que ça parce que ça dépend un petit peu du domaine sur lequel il arrive, sur quel poste il arrive. Mais on a, alors à Exotech, tout est exo quelque chose. C'est assez, y a une vraie culture d'entreprise là-dessus. Et donc on a un exo brevet, c'est-à-dire qu'on va avoir une des features, on va dire bah écoute, ce truc-là, c'est un petit peu ton test d'entrée. C'est là-dessus qu'on va identifier si c'est ok ou pas pour nous, okay, au bout des 3 mois de la période d'essai. Bon, après, pour le côté fun, moi, mon exo-brevet, je l'ai fini 2 ans après. Okay. Parce qu'en réalité, on m'a donné d'autres trucs à faire, puis d'autres trucs à faire qui étaient vachement plus urgents, parce qu'à ce moment-là, on avait d'autres problématiques. Et puis, à un moment donné, on a dit, au fait, ce truc-là, il faudrait que tu le finisses. Donc voilà, c'est aussi du feeling. Tu vois bien si quelqu'un convient dans une entreprise assez rapidement. En réalité, en 3 mois, tu as quand même assez vite vu si la personne, elle convient en termes de façon de travailler, puis en termes d'état d'esprit, etc. Ouais, je vois. Et si je peux me permettre aussi, vas-y. Sur le recrutement, on a un autre truc. Alors, c'est pas tout à fait du recrutement, mais on fait un hackathon. On a le hackathon Exo Légende. Exo quelque chose encore. Exo quelque chose, évidemment. On est des exo people, enfin voilà, il y a tout qui est exo. Mais l'Exo Légende, c'est un hackathon robotique. On a eu notre première édition cette année en avril. Ça a super bien marché, il y avait 130 codeurs et l'idée c'était, ils sont arrivés avec juste leur ordinateur et on leur a donné des petits robots à monter, donc avec le plan, des robots en bois, en mode puzzle, une petite carte électronique et puis ces robots étaient dans un labyrinthe et devaient gagner des points, aller combattre les autres, etc. etc. Ça a été 3 jours absolument extraordinaires et on remet ça l'année prochaine puisque ça a super bien marché, donc... c'est pareil, il ne faut pas hésiter à venir participer. Ouais. C'est ouvert à tout le monde. Ce n'est pas ouvert qu'aux étudiants, c'est vraiment ouvert et ce n'est pas ouvert qu'aux devs. Enfin, il faut savoir développer, mais ça peut être juste des gens qui font du dev chez eux dans leur garage. Mais l'an dernier, on avait un comptable qui dit « Ah, mais moi, j'adore dev. Alors, mon fils, il est en école d'ingénieur. On est venus tous les 2. » Ben voilà, super. Canon. Ça a vachement bien marché. Du coup, ça me fait penser à un autre truc. Alors, j'ai pas les noms exacts. J'ai découvert ça, c'était la semaine dernière, je crois. Donc, c'est vraiment c'est la sérendipité à plein. Il y a une compétition chaque année où des gens qui font des micro-robots qui doivent résoudre des parcours. T'as déjà vu ça ou pas? Ouais, j'ai déjà vu ça, oui. Un truc de souris. Et du coup, ça me ramène à plein de questions qu'on a vues ensemble. Parce que du coup, j'ai vu un reportage là-dessus qu'on parle de manière assez détaillée et qui parle notamment de l'évolution du truc. Donc en fait, la règle, c'est un labyrinthe qui était révélé au début de la compétition. Et tu as le droit, je crois, à 30 minutes de code sur ton robot avant de le mettre dans le truc. Et l'idée, c'est d'avoir une souris qui va trouver tu as 3 tests pour trouver le trajet le plus rapide et du coup trouver le chemin le plus rapide dans ce labyrinthe. Et il expliquait notamment qu'il y a eu des notions de paliers en fait, dans la progression du concours. Parce que du coup, pendant un moment, les gens ont d'abord juste cherché à faire un robot qui va réussir à avancer le plus vite possible. Après, il y en a qui ont réussi à trouver que quand tu as des virages comme ça, en fait, bah, si tu fais un robot qui fait du coup des virages... Alors, je suis désolé parce que c'est un podcast, en fait, donc faire des virages comme ça, c'est pas ouf. Mais si tu as une succession, on va dire, de chicanes, à l'ancienne, le robot, il faisait que des virages à angle droit. Et en fait, il y a un jour un mec qui a débarqué avec un robot en fait, qui faisait la chicane en diagonale, qui du coup a optimisé son temps de ouf. Et en fait, il y avait un plafond de chrono avant l'arrivée de cette diagonale
qui du coup après a fait exploser les temps. Il y en a qui sont arrivés après, où sur une première exploration, ils font quasiment tous les trajets. Ils ont optimisé la manière dont les trajets sont découverts pour réussir à trouver... Parce qu'il y a le trajet le plus court, mais c'est pas forcément le trajet le plus rapide. Parce qu'en fait, selon la capacité d'accélération de ton robot... et du coup, ma question, c'est est-ce que Exotech, vous participez à ce genre de truc ? Est-ce que ça aurait du sens que vous participiez ? Parce que, alors certes, vous avez des robots qui sont beaucoup plus gros, mais au final, vous avez quand même une expertise assez forte sur ce genre de choses. Alors, on participe pas, ou peut-être qu'il y en a qui participent d'un point de vue personnel, je suis pas au courant là-dessus, mais effectivement, c'est exactement des problématiques qu'on a, parce que le nombre de virages que tu as dans un trajet... Genre, tu serais dans un graphe de type Manhattan, tu sais, une grille avec absolument tout disponible. En fait, pour aller d'un point A à un point B, tu as plein de chemins, mais tu en as 2 qui sont beaucoup plus rapides, c'est ceux qui n'ont qu'un seul virage. Et pourtant, en distance, tous tes chemins font exactement la même distance. Donc oui, on a des problématiques de ce type-là, et dans nos algos, on optimise ce genre de choses, justement, par rapport au virage, parce que c'est pas tout... Des fois, c'est intéressant d'aller prendre des virages, parce que tu as besoin de ralentir, parce que, finalement, avec les robots qui sont déjà là, voilà. Et parfois, si ton robot, il est tout seul, non, il faut pas qu'il prenne des virages, au moins impossible, parce qu'effectivement, en temps, prendre un virage, c'est toujours plus pénible. Tu connais le GPS d'UPS ? Le GPS d'UPS, non ? UPS, qui est du coup un transporteur, ils ont un GPS, quand ils font le parcours de leur camion de livraison, ils ont un parcours qui ne prend que des virages à droite. Pour optimiser... Pour optimiser, parce qu'il y a plusieurs choses, parce qu'en fait, quand tu prends un virage à gauche, tu dois traverser le sens inverse, et donc en général, tu t'arrêtes, donc tu perds du temps, tu consommes de l'essence. C'est hyper accidentogène, donc tu prends un risque plus important de voir un camion rempli de trucs qui se fait renverser. Et il y a aussi le fait qu'en Amérique du Nord, quand tu tournes à droite, tu n'as pas besoin d'attendre que le feu soit vert. Ça, c'est souvent... Oui, tu as une priorité. Tu peux passer même si le feu est rouge, si tu tournes directement à droite. Et donc, du coup, ils ont des chemins qui ne font que des virages à droite, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus rapide, ça consomme moins d'essence, même si le trajet est plus long. Le trajet plus long en distance n'est pas forcément le plus lent. Oui, c'est malin. En fait, il faut trouver les petits trucs adaptés à ton besoin et ton application. Et ça, c'est... On n'y pense pas toujours. Non. Merci beaucoup, Sophie, pour cette discussion. J'aurais deux dernières questions pour toi, les questions rituelles du podcast. La première, c'est est-ce qu'il y aurait une ressource que tu souhaiterais recommander à tout le monde ? Ouais, alors une ressource pas du tout tech. C'est un livre, c'est une série de livres que j'adore qui s'appelle La Tour Sombre. La Tour Sombre, c'est de Stephen King. En fait, c'est une espèce d'épopée à moitié western, fantasy, science-fiction, horreur. C'est un petit mix de tout ça. C'est une espèce de quête initiatique sur 7 ou 8 bouquins qui sont assez extraordinaires, que Stephen King a écrit en plus de 30 ans au total, entre la première et la dernière. Enfin voilà, c'est un livre que j'adore et que je recommande. Alors le film, pas trop, mais le livre à fond. Ok. Voilà. C'est avec Idris Elba, je crois, le film, c'est ça ? Exactement. Ah. Mais en fait, ils n'ont pas repris l'histoire du livre, ils se sont positionnés après le livre. D'accord. Oui, ça, c'est les choix je pense que c'était trop compliqué de faire le livre en réalité. Top, on mettra du coup bien évidemment un lien en description. La dernière question, ce serait la question rituelle du podcast, c'est la plus importante très certainement. Est-ce que tu es plutôt espace ou tabulation ? Tabulation. Merci beaucoup, Sophie. Merci, Bruno. Et tour de caméra. Et merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, passionnant, du coup un petit peu plus long que d'habitude, mais c'était passionnant. On aura encore plein de questions. C'était absolument top. Merci beaucoup pour cette plongée dans ces sujets-là. Je vous remercie à tous toujours de partager ce podcast autour de vous. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibir, BIBEAR. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site ifttd.io. Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.